Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Et aujourd'hui, on vous dit sur Boursorama comment vous y prendre pour vous assurer qu'une entreprise dans laquelle vous comptez investir est réellement vertueuse. Bonjour Laurent Morel. Bonjour. Associé chez Carbone 4, et c'est vrai que de plus en plus d'épargnants, et cette émission en témoigne, ont envie que leur patrimoine fasse des petits, soit évidemment capitalise, mais aussi soit investi de manière durable, responsable, notamment en étant favorable au climat, mais pas seulement. Et il faut reconnaître évidemment que cet univers est complexe pour le particulier, que ce n'est pas facile, encore une fois, de s'y retrouver. Oui, c'est pas facile parce que la décarbonation de l'économie, ça touche toute l'économie, pas seulement les sociétés pétrolières. Vous savez qu'aujourd'hui, 80% de l'énergie qui irrigue notre économie est d'origine fossile. Et on s'aperçoit régulièrement que quand il faut s'en passer, c'est très compliqué. Pas seulement pour les compagnies pétrolières, pas seulement pour l'énergie, mais l'ensemble de l'industrie, des services, tout ça a été bâti depuis 150 ans sur une très grande abondance de l'énergie fossile et il faut s'en passer aujourd'hui. Voilà. Et donc voilà, je reviens à cette idée que pour les épargnants qui ont envie d'investir, encore une fois, de manière responsable, c'est pas facile de discriminer toutes les opérations de communication, celles qui sont vraiment engagées dans une démarche de décarbonation. Et c'est là où vous intervenez. Il faut expliquer peut-être Carbone 4. Ce que vous faites, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui accompagne en fait stratégie de décarbonation des entreprises. Vous les accompagnez, encore une fois, pour réduire leur empreinte carbone. Vous travaillez quasiment, il faut le dire, avec la plupart des grandes entreprises françaises. Et donc, c'est quoi votre boulot? C'est de mesurer leur empreinte carbone, c'est ça? Notre boulot chez Carbone 4, au groupe Carbone 4, c'est effectivement de mesurer l'empreinte carbone et d'accompagner les entreprises, les corporates, les émetteurs, dans la construction d'une stratégie de décarbonation pour elle-même être vertueuse, mais aussi être pérenne. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est capable de se décarboner, c'est une entreprise dont le business model va passer à travers la décarbonation de l'économie. Voilà, donc ça, c'est le travail historique de Carbone 4 depuis 15 ans. On est les leaders de la méthodologie, des méthodologies de mesure de l'empreinte carbone en France et en Europe, je dois dire. Et alors, on a développé une activité qui s'appelle Carbon for Finance, qui est, elle, destinée aux investisseurs, puisque toute l'expérience qu'on a dans le conseil, on s'en sert pour fabriquer un rating d'entreprise. Avec une muraille de Chine entre les deux activités, j'imagine, parce que sinon... Bien sûr, puisque Carbon for Finance ne travaille que sur la donnée publique, documents de référence, bases de données publiques sur lesquelles on travaille, avec une méthodologie unique par secteur. On va faire une revue, par exemple, de l'industrie du transport et rater l'ensemble des entreprises de ce secteur. Avec l'idée qu'il y a un risque, ce que vous appelez un risque de transition pour les entreprises. Expliquez-nous ce risque de transition. Le risque de transition, c'est le risque suivant. Avec cette décarbonation de l'économie qui intervient, la préférence collective est en train de se modifier fondamentalement. La préférence collective, c'est quoi? Ce sont les lois, ce sont les préférences des consommateurs, ce sont les préférences des investisseurs. Tout ça, ça se transforme. Et quand une entreprise... Préférence pour une économie décarbonée. Voilà. Et donc, tout ça, ça joue sur le business model des entreprises. Et les entreprises qui sont vertueuses, ce sont celles qui ont le moins de chances d'être snobées par la loi ou par les consommateurs dans les années qui viennent. Donc il y a un rapport entre la vertu des entreprises au regard de leur action pour la lutte contre le changement climatique, d'une part, et d'autre part, leur pérennité dans un monde qui change de préférence. Et donc vous les aidez à réduire ce risque de transition, c'est ça? Exactement. En mesurant cette empreinte, en mesurant ce rating, en mesurant cette contribution, c'est comme ça qu'on l'appelle, cette contribution à la performance environnementale, on mesure... Comment vous l'analysez, encore une fois, cette performance environnementale? C'est-à-dire que vous basez, vous l'avez dit, sur des documents qui sont officiels des entreprises. Quelle est la méthode pour arriver à une note et quelle note, comment l'interpréter? Encore une fois, je pense à ceux qui nous regardent et qui disent, moi j'ai envie de savoir quelle est la note, si c'est une bonne note ou pas, pour m'aider à choisir les entreprises dans lesquelles j'investis. On analyse la performance passée, comment l'entreprise a réduit depuis 5 ans ses émissions, scope 1, 2, 3, pour les Scope 1, il faut peut-être expliquer, on l'explique régulièrement. Scope 1, 2, 3, scope 1, 2, les émissions directes. Qu'est-ce que l'entreprise émet parce qu'elle consomme? Et puis scope 3, qui est le plus important, les fournisseurs et l'aval, c'est-à-dire comment les produits qu'elle vend sont plus ou moins carbonés dans leur usage. Bien. Donc on mesure ça, la baisse sur 3 ans, on mesure... Ça, c'est ce qu'on appelle la performance passée. Performance actuelle, comment le mix produit de l'entreprise aujourd'hui est positionné dans la décarbonation? Est-ce que si je suis une entreprise automobile, je fabrique plutôt des voitures thermiques ou plutôt des voitures électriques? Ça ne me donne pas la même note, évidemment. Et puis, performance future, forward-looking, comment
la stratégie de l'entreprise est convaincante du point de vue de la décarbonation. Quels engagements je prends sur la recherche, sur mes investissements, quelle est la gouvernance de mon board sur ces sujets. Voilà. Donc tridimensionnel, le passé, le présent, le futur. Tout ça nous aboutit à une note, un score. Un score. Alors c'est noté comment? Nos clients investisseurs peuvent choisir d'utiliser soit la note qu'on fournit, soit désagréger la note, se servir. Eux-mêmes peuvent complexifier. Mais il n'y aura pas les clients qui, d'un côté, sont accompagnés par le cabinet, qui se retrouvent avec une note qui est moyenne? Ce n'est pas les mêmes équipes et ce n'est pas les mêmes données. Puisqu'encore une fois, s'agissant des entreprises qui sont notées dans le rating financier, on ne travaille que sur leur documentation publique, ce qui est dans leur document de référence. Donc même si ils avancent, il faut que ça se passe dans leur documentation publique pour que ça puisse être pris en compte par la règle. Le score, comment on l'interprète? C'est un score sur combien d'ailleurs? C'est un score de 1 à 15. De 1 à 15. Voilà, et donc les 15 sont les moins performants, les 1 sont les meilleures performances. Voilà, donc on analyse une vingtaine de secteurs à peu près. Et dans chaque secteur, on essaye de couvrir 70 à 80% de la capitalisation boursière mondiale. Voilà, donc il est où le CAC 40 là-dedans, entre 1 et 15? Alors le CAC 40, ça dépend des secteurs. Ouais, mais l'économie française, dans son ensemble, ressemble à l'économie mondiale. Il y a en France, dans le CAC 40, un champion de presque tous les métiers. Un grand pétrolier, des grandes banques, des constructeurs automobiles, des énergéticiens, du luxe, etc. Donc l'économie française n'est pas très différente de l'économie du monde en général. Simplement, un avantage qu'il y a dans les corporates européens, c'est que leur niveau de disclosure, leur niveau de reporting est supérieur aujourd'hui à ce qu'on voit en Amérique du Nord, de façon générale. Et en Asie, c'est encore moins bien. Et la note moyenne, elle est de combien? La note moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'il faut regarder en note relative. Ce qu'on regarde, c'est au fond, à l'intérieur de chaque secteur, comment on se situe. Donc, il y a toujours dans chaque secteur une note moyenne. Et puis, ce qui est important, si vous voulez, pour la personne qui se sert de notre notation, c'est de regarder la note relative de l'entreprise à l'intérieur de son secteur. Mais les bons élèves, ceux qui ont 1, par exemple. Il y en a très peu. Les très bons élèves sont des... Un très bon élève, c'est entre quoi? C'est entre 1 et 4? C'est entre 2 et 3. 2 et 3. 2 et 3. Et alors, qui au CAC 40 était entre 2 et 3? En tête, je ne l'ai pas. Quelques exemples. EDF doit être assez bien placé, compte tenu de son mix énergétique, de mémoire. La question, parce que la question se pose aussi, je prends l'exemple évidemment de Total Energy. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais élève? Alors, quand on regarde, on va regarder Total Energy à l'intérieur de ses pairs, de son secteur. Donc là, on analyse... si le reste du secteur est très mauvais et que Total est mauvais et c'est n'importe quoi, on y considère comme bon élève parce qu'il fait mieux que les Il est relativement meilleur, par exemple, que les... Pour être très clair, il est relativement meilleur dans son secteur que Chevron et Exxon. Et il est un petit peu moins bon que les meilleurs Européens, comme Eni, par exemple. Voilà, typiquement. Donc on peut avoir des bons élèves dans un secteur qui est polluant. Alors, vu de l'investisseur, dans l'industrie pétrolière, on couvre, il y a à peu près 4 000 milliards de capitalisation boursière. Est-ce que c'est possible pour un investisseur de ne pas adresser ce point? Probablement pas. Donc, en fait, dans chaque secteur, il y a des progrès faisables. Et donc, ce qui est important dans l'analyse de la décarbonation de l'économie, c'est de prendre en compte les progrès dans tous les secteurs. Et vous les notez, les progrès dans tous les secteurs? Bien sûr, on les note. CAC 40 et même SBF 120? Alors, on peut agréger ces notes pour fabriquer ce genre de notation. S'agissant de l'industrie pétrolière, pour finir sur l'industrie pétrolière, il y a quand même un objectif de réduction absolue de l'industrie pétrolière. Et donc, les meilleurs performeurs de l'industrie pétrolière sont ceux qui en sortent. Prenez l'exemple de cette société danoise qui s'appelle Ørsted, qui était une entreprise qui était complètement investie dans le fossile et qui en fait un parcours boursier remarquable, notamment parce qu'elle s'est complètement désengagée du fossile. Donc, vous voyez, ce qui compte, c'est le passé, le présent, mais aussi le futur, et c'est-à-dire dans quel sens l'entreprise se positionne pour se décarboner. Pour les particuliers, les épargnants qui nous regardent, comment ils peuvent se servir, encore une fois, de ces scores? Comment est-ce qu'ils... Alors, notre produit s'adresse aux gérants. Donc, je dirais que nos outils servent aux gérants pour que ces derniers intègrent dans leur analyse de risque mainstream ces nouvelles notions que sont donc le risque climat. Donc il faut, quand on est épargnant, il faut s'adresser à un professionnel. Voilà. Mais ce professionnel, ce gérant qui a l'habitude d'analyser le risque et le risque-reward de chaque titre, on lui propose d'intégrer ce risque dans son analyse de risque. On finit là-dessus juste, la BCE se sert de vos datas, preuve que vous faites du bon boulot quand même. Oui, on est très heureux. La Banque Centrale Européenne, il faut le dire. L'ensemble des banques centrales européennes ont acheté nos bases de données, comme la centaine d'investisseurs avec lesquels on travaille déjà, pour gérer le risque climat dans leurs actifs.
Bon voilà, merci en tout cas, merci de passer nous voir. Merci à vous. Laurent Morel, associé chez Carbone 4, merci beaucoup. Merci à vous, Denis. Ça vaut le coup revient la semaine prochaine ici chez vous sur Boursorama.